Troisième et dernière partie de l'Africa Newsroom. Nous sommes toujours en compagnie de Mahamat Ahmad Ben Aboubakar Kebi, représentant du secrétariat national en charge du RJMPS, Makeilan Gebla, journaliste blogueur, et notre éditorialiste Alfred Chiongo. Et tout de suite dans l'actualité économique. En Afrique du Sud, l'opposition a réagi suite au discours à la nation du président Jacob Zuma. Dans ce discours, le chef de l'État a annoncé plusieurs réformes économiques, notamment la relance de la réforme agraire. Au Parlement, les élus ont fait part de leur désaccord. Clément Joël Soala. Le président Jacob Zuma entend redresser l'économie sud-africaine. Lors de son discours à la nation devant les parlementaires le 9 février 2017, le président sud-africain a annoncé l'application de certaines mesures économiques, notamment une réforme agraire pour une croissance économique de 1,3% en 2017 contre 0,5% en 2016. Aussi, la diversité raciale, un sujet historiquement considéré comme sensible dans le pays, a été évoqué lors de ce discours. Notre gouvernement s'oriente vers des actions stratégiques qui sont importantes. Cela inclut la législation, la régulation des accords, des approvisionnements bancaires capables de conduire notre programme. Honorables députés, nous avons mis en place ces systèmes et pouvons vous assurer que la mise en place de nos politiques et stratégies relève d'une méthode d'extrême urgence. Les partis d'opposition n'ont pas été tendres avec le gouvernement et sa gestion du pays. En plus de critiquer les nouvelles mesures annoncées par le président Jacob Zuma, ils sont revenus sur les problèmes qui gangrènent la société sud-africaine. Selon eux, le pouvoir en place manque de vision claire et de politique à même d'améliorer les conditions de vie des populations. Quand le président parle du Black Economic Employment et du Black Industrial Programme, de quoi parle-t-il réellement? C'est une manœuvre pour rendre une centaine de ses amis connus et sa famille très riche. En Afrique du Sud, seulement 9% des terres cultivables appartiennent aux Noirs, qui représentent environ 80% de la population totale, et ce depuis plus de 20 ans après la fin de l'apartheid. Ce sujet divise profondément la société sud-africaine. Ce 16 février 2017, le président Jacob Zuma réagira aux critiques et questions soulevées par les parlementaires. Alfred, pourquoi la réforme agraire en Afrique du Sud cristallise autant les désaccords, les contestations, le mécontentement? Fanny, c'est que depuis que Jacob Zuma a succédé à Thabo Mbeki, chaque fois qu'il se trouvait en difficulté, il a brandi cette question de la réforme agraire. C'est vrai qu'elle était inscrite dans les projets justement de l'ANC depuis l'arrivée de Nelson Mandela au pouvoir, mais les contraintes pratiques de la gestion économique du pays ont fait que on ne pouvait pas procéder à cette réforme-là. Parce que le vrai problème aujourd'hui des difficultés économiques de l'Afrique du Sud ne relève pas de la question de la réforme agraire que, des grèves qui ont bouleversé toute l'économie d'Afrique du Sud, la question de la crise énergétique qui est importante, et puis au point de vue agricole, il y a aussi les aléas climatiques qui sont là. Donc du coup, avec le chômage qui est endémique pratiquement à l'Afrique du Sud, ça fait effectivement que c'est cette pression-là qui agit sur le ralentissement de l'économie sud-africaine. Si on ajoute aussi les fluctuations du marché international, on arrive à cette situation explosive. Alors, revenir sur la question de la réforme agraire. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? C'est un peu ce qui s'est passé au Zimbabwe. On dit toutes les terres sont occupées par les Blancs, il faut les redistribuer aux Noirs. Simplement, on a vu le désastre au Zimbabwe. Les vétérans de guerre à qui on a remis ces plantations les ont laissés dépérir parce que, ils n'ont jamais été formés à la gestion de ces entreprises. Deux, ils n'étaient pas prêts justement pour reprendre. Ils ne savaient même pas comment le circuit économique commercial. Et donc, en Afrique du Sud aujourd'hui, il y a une classe moyenne noire qui a émergé, qui est dans les secteurs les plus productifs en Afrique du Sud, c'est-à-dire dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication, dans la banque, etc. Et je crois que c'est mal poser vraiment le problème que d'accentuer sur cette question-là de la réforme agraire.
Makelane Gebla, le président Jacob Zuma, il veut relancer cette réforme agraire. Qu'est-ce que vous en pensez? Écoutez, la réforme agraire dans ces pays découle du fait que M. Zuma, qui est devenu impopulaire, qui a accumulé des revers politiques ces derniers temps, voulait quand même se racheter. En se rachetant, il a proposé cette réforme agraire. Alors que lui-même, il cumule, il fait des scandales liés à des appartements qu'il avait achetés et qui avaient suscité des contestations. Et récemment, même, comme vous avez remarqué, en Afrique du Sud, en pleine assemblée, il y a eu d'altercations entre les députés. Ça montre que le président Zuma est devenu quand même, il est contesté et qu'il voulait se racheter. Donc je pense que c'est juste une démarche politique visant à récupérer effectivement des électeurs qui lui ont été acquis, mais aujourd'hui qui ne se reconnaissent pas en sa politique nationale. Ah oui, Alfred, une manœuvre politique, vous pensez également cela? C'est très clair, hein, Fanny, c'est-à-dire qu'il est vraiment dans la nasse, Jacob Zuma. Il ne sait plus comment s'en sortir parce que chaque jour, on voit un scandale qui arrive. Et d'ailleurs, pas seulement de son palais Kandla, où il a dépensé de l'argent de l'État inutilement, mais au-delà et avec la famille Gupta, les interconnexions. Donc ça fait toute une série de choses. Il essaie de se racheter, mais il s'y prend tellement mal. Parce que aujourd'hui, Malema a récupéré justement ce qui était le fonds de commerce de Zuma à l'époque, c'était de dire les townships, les Noirs, etc., je vais défendre leur cause, on va transformer leur situation. Mais une fois arrivé au pouvoir, il les a oubliés, il en est allé à ces scandales. Et là, effectivement, il y a une manœuvre, mais qui ne trompe personne. Même au sein de l'ANC, de son parti, aujourd'hui au pouvoir, beaucoup le contestent, se disent, mais il est temps quand même qu'il passe la main. Mais bon, connaissant l'homme, hein, il peut aller jouer au golf et puis rigoler, mais... alors justement, est-ce qu'il peut encore inverser la tendance avant la fin de son mandat? Non, je ne pense pas qu'il puisse vraiment le faire. Aujourd'hui, l'Afrique du Sud tient économiquement parce qu'il y a des entreprises qui sont à la fois solides au plan national, mais aussi au plan international. Et il y a cet appui aussi de la communauté internationale qui craint l'effondrement justement de l'Afrique du Sud. Parce que si l'Afrique du Sud s'effondrait, c'est toute l'économie africaine et toute l'Afrique australe qui serait encore déstabilisée. Et quand on voit les conflits qu'il y a tout autour, on ne peut pas laisser tomber l'Afrique du Sud. Il peut encore sauver les meubles, le président? Moi, je déplore que M. Zuma n'a pas pu vraiment bien gérer l'héritage de Mandela, de Thabo Mbeki, qui ont été des hommes, des hommes quand même charismatiques. Mais aujourd'hui, avec sa gouvernance, l'Afrique du Sud a connu un déclin très déplorable. Et ça ternit un peu l'image, effectivement, de l'Africain qui est à la tête des grandes nations comme l'Afrique du Sud. C'est dommage. Merci. Dans l'actualité également, la Banque centrale de Tunisie prévoit une progression de la croissance économique pour 2017. Dans un rapport publié le 13 février, l'institution bancaire a estimé que l'économie du pays devrait enregistrer une croissance de 2,3% en 2017 et de 2,8% en 2018. C'est une hausse par rapport aux prévisions annoncées en octobre 2016. Birama Sonera. En Tunisie, l'économie nationale enregistrera une croissance de 2,3% en 2017. C'est du moins la prévision de la Banque centrale du pays. Dans un rapport publié le 13 février, l'institution bancaire a estimé qu'avec ces taux, une légère hausse sera enregistrée par rapport au taux de 2,2% annoncé en octobre 2016. Selon les analystes, le regain de dynamisme du secteur industriel en 2016 devrait se poursuivre en bénéficiant des perspectives d'une demande soutenue des principaux partenaires commerciaux. La Banque centrale, après avoir discuté avec le ministère des Finances et de la Planification, a cru bon d'afficher ce chiffre. Ce chiffre est d'une partie bon parce qu'il est meilleur que le résultat de l'an dernier qui était bien au-dessous de 2%, mais il n'est pas suffisant. La Tunisie a besoin de créer et peut créer 5,5% de taux de croissance pour que tous les nouveaux arrivants sur le marché du travail trouvent travail. Hormis le secteur de l'énergie, la plupart des secteurs d'activité devraient contribuer globalement d'une manière positive à la croissance du PIB pour atteindre cette prévision de la Banque centrale de Tunisie. En janvier 2017, le taux d'inflation a augmenté de 4,6% contre 4,2% en décembre 2016 et 4% en novembre 2016. Cette inflation va se traduire en fin d'année par une pression vers le bas de la devise tunisienne qui n'arrête pas de baisser depuis 4 ans ou 5 ans et qui risque de baisser encore plus par rapport à l'euro et par rapport au dollar, chose qui est regrettable. Donc il y a un effort à faire au niveau de la gestion des biens publics, des entreprises publiques et surtout au niveau de la recherche du multiplicateur budgétaire de la part des décideurs publics en Tunisie pour que chaque dinar dépensé
créer beaucoup plus qu'un dinar de résultats. Et ceci n'est pas encore le cas. La Banque centrale de Tunisie s'attend aussi à une amélioration graduelle des performances du secteur touristique, secoué par les attaques terroristes. L'institution bancaire tunisienne prévoit un taux de croissance du produit intérieur brut du pays de 2,8% en 2018. Alfred, les prévisions de croissance pour la Tunisie sont assez fluctuantes. Qu'est-ce qui peut l'expliquer ? D'abord, par rapport aux chiffres qui sont annoncés, je crois que ce sont des prévisions assez prudentes et raisonnables. La fluctuation est liée à la fois, à la question de la sécurité, de l'insécurité, à la question du déclassement de certaines régions agricoles, à la difficulté d'absorber la jeunesse formée dans le marché de l'emploi. C'est tout cela conjugué, et puis avec un contexte de défiance d'un certain nombre des pays de la Méditerranée en particulier vis-à-vis de la Tunisie, et justement lié à cette question de la sécurité. Tout cela fait qu'il y a cette fluctuation. Simplement, il y a quand même un peu de remous actuellement. Il y a un sursaut qui est en train de se faire, justement, qui permet ces prévisions raisonnables, notamment en termes agricoles. On a vu effectivement qu'il y a un net rebond. Même au niveau du tourisme, la confiance commence à revenir petit à petit. Voilà, on parle d'une relance, en tout cas, que ça pourrait repartir à la hausse en 2017. Exactement, parce que la sécurité est de plus en plus renforcée. Et puis, il y a une meilleure coopération avec les pays voisins. Et puis, les États-Unis ont beaucoup investi en termes de sécurité, d'appui, d'information, d'aide à la Tunisie. Donc c'est tout cela qui permet aujourd'hui à la Banque centrale de prévoir évidemment cette croissance mesurée en 2017 et puis en 2018. Makela Ngebla, d'après vous, la Tunisie est en train de rassurer les investisseurs aujourd'hui ? Je suis tout à fait d'accord avec Alfred. Je pense que la Tunisie devrait faire beaucoup mieux depuis 2011, juste après la Révolution. C'est un pays, comme moi j'ai étudié en Tunisie, je connais un peu ces pays, et je suis un peu déçu que la communauté internationale n'ait pas accompagné la Tunisie après 2011. Il fallait apporter des soutiens conséquents, des financements conséquents à la Tunisie pour relever l'économie, parce que l'origine de la révolution en 2011 est liée effectivement au chômage, liée également à la répression du régime Ben Ali. Mais la communauté internationale, à un moment donné, n'a pas accompagné la Tunisie. Aujourd'hui, je pense que les gens se ressaisissent et que les nouvelles autorités sont conscientes qu'il fallait. Et donc, les prévisions peuvent être des prévisions quand même qui donnent l'espoir que la Tunisie, les 2% pourraient être atteints et que la Tunisie puisse vraiment être ces pays qui a attiré beaucoup de gens et que nous avons tous aimé, quoi. Merci. Tout de suite, notre chiffre du jour. 3 pays africains figurent dans le classement des 32 futures puissances mondiales en 2050. Le Nigeria serait la 14e économie la plus puissante du monde. Il serait suivi par l'Égypte en 15e position. L'Afrique du Sud serait le 3e pays africain de ce peloton de tête à la 27e place. Alfred, ce sont en fait les 3 puissances actuelles qui sont en tête en Afrique. Qu'est-ce que cela implique? Ça veut dire quoi? Bon, qu'il y a de l'espoir que ces pays-là continuent sur leur lancée aujourd'hui de redressement, mais il y a quand même des conditions aussi. S'il n'y a pas de stabilité politique, s'il n'y a pas la diversification de l'économie, s'il n'y a pas un meilleur partage de richesses, une meilleure intégration de la jeunesse dans le marché de l'emploi, effectivement, ça risque d'être très compliqué. Mais c'est un bon signe, justement, puisque ce sont les locomotives aujourd'hui de la vie économique en Afrique. Mais est-ce que ça veut dire aussi, finalement, qu'il n'y a pas de grand bouleversement, qu'il n'y a pas d'autres puissances qui puissent émerger en Afrique? Le Maroc est sur la bonne voie. Le roi du Maroc a pris, je crois, la bonne direction pour permettre au Maroc d'être aussi dans le wagon des pays qui vont vers l'avant. La Côte d'Ivoire aussi est en train de revenir. Et je pense effectivement que ces pays-là pourraient rentrer dans ce classement-là.
Makelane Gebla, que vous inspire ce classement? Classement tout à fait objectif parce que nous connaissons le Nigeria avec une forte démographie, nous connaissons également l'Égypte, juste après la révolution de 2011 est revenue dans la cour des grands. Nous connaissons également aussi l'Afrique du Sud, donc je pense que c'est un classement qui donne l'espoir à d'autres pays africains à pouvoir suivre la même démarche. Il a évoqué le Maroc, la Côte d'Ivoire. Moi, je m'attendais à ce que le Maroc soit dans ce groupe parce que vu le parcours de Mohamed VI, son voyage en Afrique, vu les investissements marocains en Afrique, on aurait souhaité que le Maroc figure parmi les 3 pays. Alors d'après vous, pourquoi est-ce qu'il ne figure pas? Et peut-être c'est un critère qui m'échappe, je ne sais pas, c'est un critère qui m'échappe, je ne pourrais pas me prononcer. Donc c'est aux analystes, à cette institution à pouvoir s'expliquer concernant pourquoi le Maroc ne fait pas partie. Mais j'aurais souhaité que le Maroc fasse partie de ces 3 pays africains. Vous avez une idée, vous Oui, mais je crois que c'est la question des possibilités qu'offre le pouvoir d'achat par rapport justement à la monnaie, aux populations. C'est ça le critère de base. Et avec le rand, le dinar, ça permet effectivement à ces pays-là d'être mieux classés que d'autres et puis qui ont quand même un dynamisme économique très important. Pour le Maroc, je crois que la diversification qui est en train de se faire, parce qu'au fond, le Maroc n'a pas encore recueilli les retombées justement de cette politique volontariste exactement vers l'Afrique subsaharienne. Merci. C'est à présent la fin de cette émission. Demain, retrouvez le 5e et dernier volet de cette semaine consacré au Tchad. Mahamat Ben Aboubakar Kébir, merci d'avoir été avec nous. Je vous remercie et tout le plaisir a été pour moi d'avoir été parmi vous sur ce plateau. Makelane Gebla, merci également d'avoir été là. Merci aussi à vous, merci aussi aux différents intervenants et débatteurs. Le débat a été d'une haute facture, je salue l'élan de tout le monde. Merci à vous. Et Alfred, merci d'avoir été avec nous. C'est un bonheur de vous avoir retrouvé aujourd'hui. Et puis à mes très chères téléspectatrices, merci encore une fois de leur accueil bienveillant. Et merci à vous de nous avoir suivis. À bientôt dans l'Africa Newsroom.